est là pour un débat qui s'appelle Qu'attendez-vous d'un média sur l'écologie. On a jusqu'à 13 heures ensemble, on prendra peut-être 20 ou 30 minutes pour un échange avec le public à la fin. Donc moi je suis Michael Coria, je fais partie du pôle écologie de Mediapart, qui est un pôle qui contient, qui est composé de quatre journalistes. Moi plus précisément, je m'occupe de la question climatique, qui est une grosse question. Je suis là depuis 3 ans. C'était hier mon anniversaire des 3 ans de Mediapart. Et je m'occupe, disons, un peu mon grand axe de travail, c'est travailler sur qui sont les responsables de la crise climatique actuelle. Je rappelle qu'on est en plein dedans, 2023 étant encore une fois l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Et donc je m'occupe sur les responsables, les principaux responsables qui sont, de ce que nous dit encore une fois la science, à la fois les grandes multinationales énergétiques, à la fois aussi l'inaction gouvernementale. Et je rappelle qu'en France, on est quand même un État qui a déjà été condamné 2 fois en justice pour inaction climatique. Et aussi ce que moi j'appelle les modes de vie insoutenables, en tout cas les modes de vie des personnes les plus riches, que ce soit à l'échelle internationale, et donc on fait partie des plus riches, mais aussi à l'échelle nationale, c'est-à-dire les personnes qu'on qualifie d'ultra riches. Et ensuite j'essaie de travailler aussi sur qui sont les victimes de cette crise climatique, donc à savoir les minorités, les personnes racisées, les femmes aussi. On a de plus en plus de travaux scientifiques qui pointent le fait que les femmes sont en première ligne du changement climatique. Et d'un point de vue spatial aussi, les quartiers populaires, on pourra en parler après, de comment ces quartiers-là, du fait qu'ils soient moins arborés aussi, et qu'il y a une autre histoire, une histoire géographique qui fait qu'aujourd'hui ils sont en première ligne quand il y a les canicules. Peut-être je te laisse te présenter du coup. Est-ce que ça marche? Oui. Donc moi c'est Amélie Poinceau, je travaille sur les questions en lien avec l'agriculture, donc également au sein du pôle écologie de Mediapart. Ça fait plus de 4 ans qu'on a créé ce poste qui était assez nouveau pour les médias, disons, parisiens, avec l'idée, évidemment, en le rattachant au pôle écologie, était d'appréhender les conséquences écologiques du mode de production agricole dominant. Et puis évidemment aborder à travers les questions agricoles l'effondrement de la biodiversité, puisque les activités agricoles en France et ailleurs, en Europe évidemment aussi, sont ont une part de responsabilité énorme dans l'effondrement de la biodiversité. Donc je travaille beaucoup sur l'utilisation des pesticides, les victimes de pesticides aussi. On a eu l'occasion de faire une émission spéciale, une émission événement au mois de novembre dernier, où on a invité des personnes qui sont atteintes de maladies graves en raison de l'usage de pesticides. Et puis l'une des cibles aussi du travail que je mène à Mediapart, c'est les responsabilités, les responsables, comme Mika sur le climat, sur l'agriculture. Moi je travaille beaucoup sur la FNSEA, le syndicat majoritaire agricole, le ministère de l'Agriculture, la PAC, la politique agricole commune, dont on a vu hier d'ailleurs qu'elle va encore reculer sur les aspects écologiques. Donc voilà, il y a énormément de dimensions et ça fait un travail riche. Et voilà, on essaye qu'il ne soit pas trop déprimant aussi. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Lucie Delaporte, j'ai rejoint le pôle écologie en septembre. Je travaille moi sur les questions du logement, donc c'était pas évident forcément d'être attachée à ce service. Au départ j'étais plutôt en société, on a créé le poste logement il y a un peu plus d'1 an, avec l'idée que c'était quelque chose d'essentiel dans la vie des Français. C'est le premier poste de dépense. Il y a une crise du logement en plus qui s'est considérablement aggravée ces derniers mois. Donc on voulait absolument raconter ce qui se passait sur ce secteur, dans le logement. Et en fait, c'est vrai que la question écologique s'est petit à petit imposée comme une évidence, parce que un des grands chantiers du siècle, c'est la rénovation énergétique des bâtiments qu'on va devoir mener, c'est l'adaptation des villes, c'est l'adaptation de notre manière d'habiter la Terre, en fait. Et donc, petit à petit, mois après mois, quand j'ai été sur ce secteur, la question écologique revenait, en fait, systématiquement. Donc, on s'est dit que c'était plus intéressant de travailler dans ce service-là. Et puis, ce que je trouve aussi assez fructueux justement d'être rattaché à l'écologie, c'est que
on voit bien qu'on est au cœur d'enjeux à la fois sociaux et à la fois écologiques, alors qu'on les oppose quand même tout le temps dans le débat public. Et moi, je suis confrontée à des sujets qui sont la précarité énergétique. Voilà, on a 12 millions de Français qui vivent en précarité énergétique. Et on voit bien que voilà, les enjeux sociaux et écologiques ne sont pas opposés, ils sont à penser ensemble. Et c'est tout un récit aussi qu'on mène voilà, à Mediapart. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas être tellement plus longue. Jade Lingard n'est pas avec nous parce qu'elle est avec des castors aujourd'hui. Mais voilà, vous la connaissez, c'est elle qui dirige le service écologie. Et elle traite toutes les questions, notamment liées au nucléaire. Elle fait des enquêtes sur le nucléaire. On l'a dit que c'était une priorité éditoriale ou pas? Non. On l'a pas dit. Je ne sais pas si ça a été dit en propos introductifs de Karine Fouteau. Bon, effectivement, depuis septembre, donc on a deux nouvelles co-rédactrices en chef, hein, Lénaïque Brédou et Valentine Auberti, qui nous ont proposé un projet éditorial. C'est une particularité de Mediapart, on est une des rares rédactions où les journalistes votent pour leur projet éditorial. Donc le projet éditorial qui est porté là pour les années à venir par Valentine et Lénaïque, il y a trois grandes priorités éditoriales. C'est la question des médias, de la critique des médias. Il y a même un post qui a été ouvert sur cette question-là. L'extrême droite, hein, on vit dans un monde aujourd'hui où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et la troisième grande priorité, donc c'est bien évidemment l'écologie, comme on vous l'a dit aujourd'hui, à l'heure de la crise climatique, de la crise de biodiversité ou de la crise écologique. On s'est dit qu'il y avait vraiment une urgence là-dessus. Pour entamer le dialogue, du coup, on est super content de recevoir Féris Barkat de Banlieue Climat. Peut-être pour commencer, déjà en fait, quand on entend les mots banlieue et climat, je pense que c'est pas des mots qu'on entend souvent accolés. Est-ce que peut-être Féris, tu peux nous présenter deux choses peut-être, d'où tu viens, quel âge tu as, d'où tu viens, et c'est quoi banlieue, quelle est cette structure banlieue climat qui est relativement récente? Alors bonjour à tous, je vais répondre à la question, mais moi ce qui m'intéressait avant c'était qu'il y a quelqu'un qui est donc avec des castors actuellement. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Pour t'en dire plus, oui, il y a quelqu'un qui est avec des castors. Donc de ce que je sais, mais peut-être mes consoeurs elles me valideront, elle fait une sortie naturaliste dans la Drôme, je me trompe pas, avec plusieurs chercheurs pour faire l'observation de castors, et c'est tout dans un... Peut-être Lucie, tu auras plus à dire que moi, mais c'est plus pour du travail. En fait, il y a toute une nouvelle pensée sur, on va dire, les liens entre espèces, entre le vivant, en fait, le lien interespèce. Du coup, c'est des chercheurs qui travaillent vraiment à ça, à comment retisser du lien avec des animaux, et notamment des castors. On va en parler très bientôt dans Mediapart. Ça marche, là? Ok. Mais il se trouve qu'il y a une exposition que je vous conseille en ce moment qui est au Drawing Lab d'une artiste qui s'appelle Suzanne Husky, qui travaille sur le pouvoir hydratant des castors, c'est-à-dire comment en fait les castors parviennent par leur barrage à réhydrater nos paysages, et en fait comment leur disparition a en partie entraîné la crise de l'eau qu'on connaît. Donc je vous invite à voir cette exposition, c'est des textes très intéressants du philosophe Baptiste Morisot, et donc Jade Lingard a la chance d'être ce week-end avec Suzanne Husky et Baptiste Morisot pour aller voir le travail concret des castors qu'on essaye de réintroduire. Et ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est vrai qu'on a souvent des articles un peu déprimants, etc. Mais la réintroduction des castors, même si bon, elle est en concurrence avec l'urbanisation, l'artificialisation des sols, on pourra en reparler, c'est un petit espoir de faire évoluer nos paysages et la situation hydrologique. Bon, ça te va ou pas? Ça me va très bien. On soutient, nous, la réintroduction des castors avec Banlieue Climat, on va soutenir. Parce que nos paysages, on a besoin de les changer. Est-ce que, en levant la main, qui connaît Banlieue Climat dans la salle? Ok, quand même un peu, super. Donc on est une asso assez jeune, on a 1 an et demi. Moi, personnellement, je viens d'avoir 22 ans, j'ai étudié à Strasbourg, puis à Londres. Après, j'ai tout arrêté pour me lancer dans ce projet-là avec donc Abdelali El Badawi, Sana Saïtouli et Sefiu, le rappeur. Donc on est tous les 4 cofondateurs. On s'est réunis autour d'un constat, d'un commun, qui était la question de la santé. À quel moment on s'est rendu compte que la question écologique était à ce point récupérée et donc il y avait un discours qui avait le monopole
sur la décarbonation, sur le climat, les ours polaires, Greta, machin truc, ok super, ça c'est le climat. Sauf que nous, nos réalités à nous, c'est la question de la santé, la pollution de l'air, 49 000 à 100 000 morts par an en France, ok, sauf que l'asthme, c'est où? Prédominance de l'asthme à Bagnolet, dans les quartiers populaires. Vous prenez l'alimentation, vous prenez canicule 2003, 19 000 morts, le plus de morts, c'est où? Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis. À chaque fois, on est les plus exposés. Et pourtant, il y a ce discours qui dit c'est pas un sujet pour nous. Comment ça, c'est pas un sujet pour nous, frérot? C'est un sujet pour nous et on va te le démontrer. On va faire une formation 8 heures, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc à Strasbourg, dans mon quartier, et puis après dans plusieurs endroits à Strasbourg. On est parti ensuite à Grigny, à Cergy, au Mureau, à Bagnolet. 2023, c'était ça. Tester notre formation. Est-ce qu'avec un format de 8 heures, on arrive à embarquer sur les questions climatiques et écologiques, énergétiques de manière suffisamment concernant, à la fois avec la rigueur nécessaire pour créer de la légitimité, parce que sans cette rigueur, personne va se dire vas-y, je vais prendre le sujet et je vais m'en emparer. Et donc on a monté cette formation de 8 heures qui a très bien fonctionné, parce qu'on a réalisé que après ces 8 heures, c'était complètement autre chose. On avait des jeunes qui venaient à 8 heures du matin à Cergy, qui n'avaient pas envie d'être là. Moi non plus, j'avais pas envie d'être là, mais j'étais obligé d'être là. Mais eux, ils avaient trop les nerfs. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Écologie, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il schlagate? On vient, les 8 heures, à la fin, en réfé, ils ont toutes les connaissances et l'objectif, bien sûr, c'est qu'ils deviennent formateurs. C'est-à-dire qu'on dispense la formation, mais il y a un business model derrière qui fait que les villes 2024 achètent la formation à Banlieue Climat. Donc là, il y a 17 villes qui nous appellent, des collectivités, qui achètent la formation. Et donc les jeunes formés passent une formation de formateurs et peuvent dispenser la formation dans les quartiers populaires en France. Exemple, on est parti à Montpellier, on est parti à Marseille, on est parti un peu partout. Et donc les villes achètent la formation et pour ça on fait donc une formation de formateur. Cette formation de formateur dure 3 jours, donc elle est plus ambitieuse. On a eu Jean Covici, on a eu Florence Abbé, on a eu Lucas Badi, plein de scientifiques qui viennent pour que la cohérence et la rigueur soient là au maximum. Il y a des gens sur la partie éloquence aussi, rhétorique, comment tenir une formation, tenir des jeunes qui parfois... Vas-y frère, à l'école ça me casse la tête, toi, tu me parles 8 heures de boucle de rétroaction et de je sais pas quoi. Comment on fait pour tenir le truc? Et donc ça c'est une posture à avoir de formateur. Et donc on a fait 3 jours au ministère de la Transition écologique début janvier. Ça s'est super bien passé. Et généralement on projette toujours un peu des vidéos pour donner du contexte, montrer un peu ce que les jeunes y font. Là on n'a pas l'occasion, mais je vous invite à regarder parce qu'il y a vraiment ce truc de... À la fin ils ont plus de connaissances que tout le ministère réuni, normal, ouais, sans pression. C'est pas compliqué, mais on partait de loin. Et cette reconnaissance-là de se dire, ok, en fait, tranquille, on a la légitimité pour parler d'un sujet qui nous concerne, pour lequel nos parents sont en train de crever, avoir des santé déplorables, et c'est ça qui nous a motivés. Donc voilà, en résumé, de la formation, il y a aussi une partie action, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait de la formation, on développe des projets qui sont un peu plus concrets sur le territoire et avec les jeunes localement qui s'organisent en collectif. Donc par exemple, à Bagnolet, on a un projet de résilience alimentaire où justement on essaie de rapprocher les producteurs des jeunes du quartier. Et donc on propose une formation sur la résilience avec la fondation Aegis, Make Sense et pas mal de structures sur le terrain. Et donc sur la résilience alimentaire, on fait des projets sur la qualité de l'air. À Matignon, on vient, on dit écoutez les JO, bizarre hein? Comment ça se fait que les logements des athlètes ils sont purifiés à 90%? En plus, article du Parisien, je sais pas si c'est vos potes, mais pas ouf. Ils sont là. Ouais, industrie chimique, autoroute, machin truc, c'est une catastrophe. Il faut purifier l'air des athlètes. Ouais, mais frérot, nous, notre air, ça fait 20 ans, c'est une catastrophe. Je suis allé voir les archives, hein, 2005. Dès 2005, il y a des gens qui essaient de montrer la corrélation, si ce n'est la causalité, entre les maladies respiratoires, les problèmes de santé et la surexposition dans le quartier. Il y a d'autres actions, mais peut-être que je suis un peu long, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Justement, tu évoques le Parisien. Est-ce que dans le cadre de ces formations que vous organisez, vous abordez le lien avec les médias, la façon dont les médias justement traitent de ces questions? Et là, tu évoques le Parisien, et est-ce que précisément sur le traitement médiatique de tout ça, qu'est-ce qui manque? Alors nous, on aborde cette question-là en pointant du doigt notre absence à nous. C'est-à-dire qu'on dit, bon là ça fait 1 an dans la hype des Arabes qui parlent de climat, c'est cool, on a un sur France Inter à droite à gauche, ok, Combini machin, ça marche, mais en vrai ça marche pas. C'est-à-dire que le monopole du discours aujourd'hui on l'a pas encore. L'écologie n'est pas reconnue comme telle avec ce qu'on porte. Exemple très concret de zinzin, c'est filmé, donc il faut faire attention à ce que je dise. C'est filmé hein?
Apparemment, il y a des caméras au fond. C'est pas en direct, mais il y a des caméras. Oui. C'est pas en direct, mais il y a des caméras. Cette phrase est... Tu fais ce que tu veux avec cette information. Sournoise. Tu vois. Ouais, c'est sourd. Je suis devenu chroniqueur sur LCP. Donc je propose des sujets toutes les semaines. Et en l'occurrence, le sujet d'hier soir. À la base, c'était comment on brûle des musées, mais ils ont dit non. Je dis d'accord, c'est bon, tranquille, je me calme. Et le deuxième sujet que j'ai proposé, c'était sur Jamila Awash, qui, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, au quartier de la cité Bel Air à Marseille, où il y a l'eau qui est intoxiquée, il y a sa sœur qui est tombée gravement malade, son frère qui est mort. Ça fait depuis 2011 qu'elle milite. Et les bailleurs sociaux ont été condamnés là en décembre 2023, mais ça a été très très compliqué pour reconnaître cette condamnation, reconnaître le fait qu'il y a un manquement. Et donc bref, je viens parler de cette histoire de Jamila Awash. Qu'est-ce qu'on me répond? On me répond, c'est pas de l'écologie. C'est quoi le rapport avec l'écologie? C'est quoi le lien, frérot? Les gaz à effet de serre, je les vois pas là. Et donc là, dans cette situation-là, le rapport avec les médias, il est où? Il est de faire reconnaître un mot écologie, équilibre entre l'environnement et les humains, entre les humains et les humains eux-mêmes. Là, il y a une défaillance, frérot. Il y a une défaillance. Pour que l'eau, la qualité de l'eau tue quelqu'un, si ça, c'est pas de l'écologie, bah bonne chance. Donc, nous, ce qu'on vient de dire, c'est précisément que ça, c'est de l'écologie. La qualité de l'air, c'est l'écologie. La qualité de vie au travail, c'est de l'écologie. Tout ça, c'est notre écologie à nous, elle est plus urgente. Elle est plus urgente. Elle est en tout cas dans notre urgence à nous. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas penser la décarbonation du système aérien pour 2035 par je ne sais pas quel ingénieur. Ça, c'est très bien. Faites, faisez, débattez, rigolez. Ce n'est pas notre problème. Moi, mon problème là maintenant, c'est comment on fait pour débétoniser et pour que les essentiels... Il y a un livre de Cynthia Fleury qui dit ce qu'on ne peut pas nous voler, Manuel Duferstelen, elle liste des trucs un peu banal, essentiel, intransigeant, sur lequel on ne devrait pas transiger. Par exemple, l'horizon, les espaces verts, le temps, plein de trucs qu'on nous a volés. Donc là, l'écologie, moi, j'essaie de la remettre dans un contexte d'essentiel, de vitalité pour nous, qui est là-dedans. Et donc, en fait, ça signifie redéfinir les contours de l'écologie. Et donc là, les médias, ils ont un rôle super important qui est de dire, bah, venez, on accompagne et on appelle ça aussi écologie. Et peut-être que c'est un prétexte. Peut-être qu'au fond, ça, c'est que de la justice sociale et qu'on est en train de maquiller un peu en vert un sujet qui est en fait, au fond, la justice sociale. Mais si ça marche comme ça, faisons-le, parce que la rénovation thermique des bâtiments, on en parle depuis je sais pas combien de temps. Éviter de détruire des bâtiments, c'est une humiliation pour les habitants. On en parle avec l'ANRU et les programmes qui sont mis en place. Par contre, si pour en entendre parler, on va devoir te parler de la canicule, de machin, des gens qui meurent parce que c'est lié au climat. Le climat, c'est un sujet que tu veux bien entendre, parce que le dominant veut un sujet qui puisse être hype et potentiellement écoutable pour lui. Dans ce cas, ok, on va maquiller un sujet qui va être peut-être éminemment social, mais qui au fond est totalement lié aux enjeux climatiques et écologiques. Oui, non, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que l'histoire de Bel Air, c'est d'abord l'histoire d'une victoire et d'une victoire des habitants, ce qui n'est pas si fréquent. Je crois que tu étais à la journée des 20 ans de l'ANRU, tu as fait une intervention, j'étais dans la salle. Et effectivement, on voit toute une politique de la rénovation urbaine qui a affiché des objectifs écologiques, mais qui s'est faite souvent sans les habitants et sans prendre en compte en fait, le concret. Et d'ailleurs, souvent, ça conduit, ce que tu dis, ça a le problème de qualité de l'air, mais il y a moi, j'avais jamais vu des logements, c'est-à-dire avec un taux d'humidité où il y a des gens qui ont des maladies respiratoires chroniques. Enfin, c'est en fait effectivement un problème de santé publique massif et qui est très très peu raconté du point de vue des habitants. Et là-dessus, bah, peut-être qu'effectivement Banlieue Climat arrive un peu à faire dérailler les récits parfois un peu magiques, notamment de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Et c'était frappant de voir, là, les 20 ans, c'était il y a quelques semaines, de voir des collectifs d'habitants en lutte devant le siège pour dire il ne suffit pas de balancer des milliards en fait et d'annoncer des graphiques sur la rénovation des bâtiments. En fait, derrière, voilà, il y a des gens qui vivent des situations concrètes très 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 violentes, quoi. Tu commençais un peu à l'évoquer aussi. Au fait, aller dans les médias, c'est aussi jouer. En tout cas, les médias produisent aussi de l'image, de la représentation. Je voulais te poser une question et que tu me parles aussi d'un truc qui m'avait un peu frappé. Déjà, est-ce que toi, tu vois, quand tu as interviewé dans les médias ou quand il y a un papier sur Banlieue Climat, est-ce que tu vois déjà des choses de l'ordre
de biais ultra stéréotypés, que ce soit des biais raciaux ou des biais de quartiers populaires, et de dire, bon, en gros, comme tu dis, c'est les Arabes qui parlent climat, bon, ça va, c'est sympa, mais voilà. Et la deuxième chose qui m'avait vachement intéressé en termes de production d'images, et je sais pas du tout si c'était fait exprès ou pas, mais il y avait un truc, vous avez quand même fait une sortie, c'était il y a quelques mois dans les Hautes-Alpes, hein, c'est ça, à Chamonix, à la Clusaz. Il y avait vraiment l'image aussi de voir c'est quoi, encore une fois, des jeunes racisés des quartiers populaires qui vont voir les glaciers en disant, bah, nous aussi, au fait, de 1, on a le droit d'aller là-bas, de 2, on a le droit aussi de voir du beau, l'air de rien, de voir c'est quoi ces grands espaces naturels, et de 3, c'est aussi souvent un espace où on va aussi se mettre en scène pour montrer le changement climatique, je veux dire les glaciers de Chamonix, etc. C'est là. Je veux bien que tu nous parles de ces deux trucs-là à la fois. Est-ce que tu vois des biais à la fois racistes ou pas dans la production médiatique, et c'était quoi ce projet-là d'aller là-bas à Chamonix? Alors, pour la première partie de la question, j'ai un exemple, il est terrible. C'est une zinzinerie. Vraiment, c'est zinzin. Mon prénom, c'est Féris. Jusqu'à là, ça va. À la rigueur, Fédris, ça va. Fabrice, Bélec. Facris, ok, vas-y, on innove. Fares, on reste dans la même DA. Mais Mehdi. Et donc, reportage de France 3, où on est au ministère de l'enseignement supérieur, parce que je ne l'ai pas précisé, mais notre formation est certifiée par le ministère de l'enseignement supérieur. Comme ça permet d'avoir un diplôme. Et donc, les jeunes, ils ont cette reconnaissance-là. Et nous, on se dit, bah, trop bien, parce que derrière, la légitimité, on va créer une école, Bac+2, Bac+3, bref, on est dans le turfu, on est trop motivés. Donc, on se dit, vas-y, là, reportage, ça va montrer la légitimité du truc, on est trop content. Je vois, enfin, c'est même pas moi qui vois, on m'envoie, on me dit, ouais, par contre, Mehdi Barkat, c'est qui? Je sais pas, moi j'ai pas de cousin qui s'appelle Mehdi. Et je regarde Mehdi, je fais ouais, mais ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé derrière son écran pour qu'ils se disent je vais l'appeler Mehdi celui-là. Donc on a des exemples comme ça qui sont très très flagrants, très directs et qui au fond, bah, ça crée des souvenirs, ça fait rigoler. Par contre, il y a des exemples un peu plus insidieux, un peu plus pernicieux qui pour le coup sont assez problématiques parce que c'est des médias qui n'acceptent pas que la représentation qui se font de la mixité ou des banlieues ne colle pas avec leur cadre à eux, avec leur formalisme à eux. Moi, j'ai une manière de parler qui fait que je suis dans un entre-deux. Je ne vais pas rentrer dans un débat dialectique et de rhétorique maintenant, mais ça fait un entre-deux qui est plus ou moins acceptable et qui pose pas trop de problèmes, qui fait le jeu du système sans vraiment le faire. Et donc je peux dire que ouais, Morandini, il est pas ouf sur France Inter. Et Léa Salamé, elle me regarde comme ça, mais ça sort d'où là? C'est quoi le contexte de la... Et ça va, ça passe. Par contre, il y a des personnes qui ont une manière de s'exprimer qui ne va pas leur convenir. Exemple concret avec Sana, la cofondatrice donc avec qui donc Sana et moi, on est sur le terrain tout le temps, on fait les actions et on a cette lutte interne où on essaye de faire en sorte que Sana soit beaucoup plus médiatisée pour notamment la voix des femmes dans les quartiers. Déjà être une femme, force à vous, mais alors être une femme dans un quartier, bonne chance. Donc là on se dit, il faut absolument qu'en termes de représentativité, elle soit plus représentée. Sauf qu'on appelle les médias, ils disent ouais non, c'est qui, on connaît pas, et plein de réflexes qui sont justifiables peut-être, mais d'un point de vue théorique, mais qui dans les faits n'ont aucun fondement. C'est-à-dire qu'elle peut défendre le projet tout aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Alors qu'est-ce qu'elle fout pas là? Oui, mais vous savez, là il faut parler aux jeunes. Bon, ok, d'accord, ça marche. Oui, mais vous savez, elle a été élue. Ouais, mais liste citoyenne, qu'est-ce que tu me casses la tête en fait? Ouais, mais liste citoyenne, élue, on comprend pas. Et donc il y a ces réflexes-là qui fait que on a du mal parfois à accepter la mixité si elle rentre pas dans les cases. Et donc ça, c'est un autre combat que nous on essaie de porter. Si j'essaie de dézoomer un petit peu, c'est comment on arrive dans un milieu, on arrive face à une institution, on arrive face à la ministre de l'enseignement supérieur. Et on va lui demander son snap. C'est ça, c'est comme ça que ça réside. C'est-à-dire que la ministre de l'enseignement supérieur, même si on n'est pas d'accord avec plein de choses de son bilan, on sait que dans la sincérité, dans la démarche dans laquelle elle avait été avec nous, on a envie de bosser avec elle. Ok, ça on l'a statué. Maintenant, dans le rapport qu'on va avoir avec elle, avec l'institution, il faut qu'on soit dans un rapport plus ou moins égal qui permet de proposer et d'éviter une récupération qui va nous permettre de pas faire de la merde, parce que sinon on va être les arabes de service et on va servir un système qui
qui nous dessert. Et c'est pas ça l'objectif. Après, il y a un peu la... En fait, moi, la question aussi, c'est est-ce que le climat aussi, ça vous sert un peu à déboulonner tous les stéréotypes qu'on a sur les banlieues? C'est vrai que d'un point de vue production médiatique, on le voit là encore, on parle d'Aubervilliers avec l'accident d'un jeune qui est mort, qui a été percuté par une voiture, par un scooter. Quand on parle des quartiers populaires dans les médias, à chaque fois, c'est soit le narcotrafic, soit les violences policières, soit ça parle de fantasmes communautaristes avec de l'islamophobie derrière. Est-ce que c'est aussi parler pour vous climat? Est-ce que c'est aussi une façon un peu stratégique de déboulonner cette image-là? En tout cas, bref, je veux bien que tu nous parles de ça, et, tu commences à le tracer, mais aussi de cette sortie-là que vous avez faite dans les Hautes-Alpes. Il y a 2 points dans ta question. La première, c'est l'image qu'on va renvoyer. Ça, c'est aussi important d'un point de vue de médiatique, c'est-à-dire que ce qu'on est ne doit pas parler plus fort que ce qu'on dit. Et ça, c'est super important de ne pas essentialiser nos combats. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vient parler d'écologie populaire, c'est pas parce qu'on vit l'écologie populaire ou en tout cas les conséquences et la surexposition à la pollution, à ça, machin, un truc, ok. Mais ça veut dire aussi qu'on peut parler de la montagne, des glaciers, on peut aussi s'intéresser à plein d'autres trucs et on n'a pas vocation à être réduit à cette case d'écologie populaire et des quartiers populaires. Et ça, c'est super important parce que sinon, on va avoir toujours cette posture de vas-y, on va inviter les Arabes de service pour parler de ce sujet qui les concerne. Mais à quel moment? Bien sûr, je pense qu'être un premier concerné, c'est super important dans les causes qu'on défend. Par contre, l'écologie en tant que telle, on est en capacité, d'où la formation, de venir en parler autrement. Le deuxième point sur la sortie, il y avait cette idée de se réapproprier un territoire et un endroit. Quand tu as grandi dans un quartier, même si on peut romantiser les quartiers populaires, la banlieue, c'est trop stylé, machin, truc, le seul objectif que tu as, c'est d'en sortir. C'est un endroit tellement déshumanisant qu'il n'y a pas d'autre vocation dans ta vie que de te casser de là. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu apporter, tout simplement. En disant, venez, on va voir, en plus les exemples concrets de ce qu'on raconte avec le réchauffement climatique sur les glaciers, et en même temps, on va en profiter pour sortir un petit peu et découvrir d'autres trucs. Donc il n'y a pas d'autre objectif que de dire que ça nous appartient aussi et aussi de faire un pont sur la question de la pollution, parce que Annecy, on ne le savait pas trop, mais c'est un territoire vachement pollué, tout aussi pollué que plein d'autres quartiers populaires, et donc il y avait cette connexion qui se faisait. Ah oui, non mais c'est bon, je l'ai, c'est aussi le message qu'on renvoie. Donc les émeutes, les machins, le truc, ça c'est super important. Le message qu'on renvoie, alors pas forcément avec ce truc d'aller en montagne et d'aller en face du Mont Blanc, mais il y avait cette logique-là de dire... Pendant les émeutes, on est allé au Murau. On est allé au Murau, la mairie venait de brûler la veille, on est arrivé et il y avait une ambiance terrifiante. Une ambiance, il y avait un silence dans la salle, c'était fou. Et on fait la formation. Et ils étaient tellement déprimés qu'il y a Khadim, un jeune qui a co-animé avec moi, qui dit « Mais vous inquiétez pas, on dit ça pas pour vous déprimer, mais c'est parce que nous on peut faire des trucs, regardez ce qu'on a fait à droite, à gauche, on est allé à Matignon, on a parlé de qualité de l'air, on allait faire ça à Strasbourg, machin, machin. » Et il y a un jeune qui prend la parole et qui dit « C'est fou parce que le réchauffement climatique, je viens de capter que c'est le problème de tout le monde. Et nous, parfois, les banlieues, on est vus comme un problème. Donc si on règle ce problème pour tout le monde, bah mine de rien, on va aider tout le monde. Et donc peut-être qu'on va être vu différemment. » Et c'était ultra touchant, ultra triste aussi, mais c'est pas notre objectif de changer notre image. Parce que notre image, c'est le problème de ceux qui la portent. C'est pas notre problème à nous de comment on nous voit. Ça, c'est pas notre souci. Si vous pensez qu'il y a que de la délinquance, bah, va te faire foutre. Enfin, c'est pas contre vous. Enfin, force à vous, quoi. Mais c'est pas notre problème à nous. Notre problème à nous, il est autre part. Il réside dans ce que je vous ai expliqué avant. Donc, bien sûr que c'est pas un objectif en tant que tel. Par contre, on réalise que une conséquence subsidiaire à tout ce qu'on fait, c'est « Ah ouais, ok, vous savez réfléchir, vous savez faire une formation de 8 heures, vous savez du mépris de classe. Ah ok, vous n'êtes pas des golemons, ok, intéressant. » Et donc cette découverte-là, du fait qu'on peut porter autre chose, dans les médias, elle surprend. Et cette surprise-là, parfois, elle est assez condescendante et elle nous casse la tête parce que, bien sûr qu'on sait, enfin, on est des animaux, l'environnement est déshumanisant, mais on reste à peu près des humains. Donc, en l'occurrence, on vient dire ce qu'on a à dire et une des conséquences, c'est que ça produit effectivement une image qui change et on se dit ah ouais, en fait, ils sont capables d'argumenter, de tenir un discours sur un sujet qui a l'air un peu important.
Non, et merci. Moi, je voulais juste rajouter, parce que ce que tu dis me fait penser à... Je pense qu'on vit un moment intéressant, c'est aussi que des associations comme la tienne montrent que les riverains sont des experts. Et ça, on l'a vu notamment sur les zones pétrochimiques, etc. On a vu qu'en fait, les scientifiques avaient besoin de riverains qui étaient devenus experts de leur propre pollution et qui parvenaient à des résultats scientifiques, mais qui croisent aussi des expériences sensibles, à les faire dériver, à les faire changer de schéma. Et donc ça, c'est vrai que là, c'est des grandes questions aussi sur l'expertise descendante, et sur les questions écologiques, c'est essentiel. Voilà, des associations comme la tienne, encore une fois, apporte un savoir qui ne peut venir que du terrain et qui n'est pas descendant et qui est pas voilà. Donc je trouve que voilà, ça, pour nous c'est hyper riche, quoi. Peut-être Camille, tu nous as rejoint, on a commencé sans toi, c'était super intéressant, mais après on fera du ping-pong. On commençait à vraiment travailler, c'est quoi notre rapport, vos rapports aux médias, d'un point de vue stratégique aussi, qu'est-ce que ça produit comme image, comme représentation pour porter aussi ce qu'on a. Bon, toi, on te voit quand même, tu es quand même devenu maintenant une grande figure du militantisme climatique, sinon même écologique. On le voit en tant qu'intervenante sur les plateaux. On te voit aussi pour mobiliser sur des campagnes très précises. On t'a vu par exemple récemment avec l'ONG de défense des océans, Bloom, sur une campagne contre Carrefour et la pêche industrielle au thon, ou en Norvège contre l'exploitation minière des fonds marins, ou sur des luttes très précises. On s'est vu notamment genre à Bordeaux la dernière fois, où il y avait une grande manifestation contre la probabilité que l'État donne l'autorisation de forer 8 nouveaux puits de pétrole en Gironde. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques, enfin bref, déjà comme ça, en brossant un peu la multiplicité de tes interventions, tes façons d'intervenir dans les médias, je veux bien que tu nous expliques un peu c'est quoi justement, est-ce qu'il y a une stratégie vraiment que tu mets en place par rapport à enfin je veux dire, c'est quoi ta relation avec les médias et c'est quoi ton plan stratégique pour vraiment mettre en lumière à chaque fois ces luttes-là? Comment tu joues avec les médias en fait un peu? Bonjour, désolée d'être arrivée en retard, c'était une très longue nuit, mais pour une lutte, donc ça va, c'est une bonne excuse, je crois. Ma relation avec les médias, alors c'est un très long sujet, elle est hyper ambivalente. D'abord parce que je pense qu'elle a complètement changé, pardon pour vous journalistes, mais au moment où j'ai compris qu'en fait, ils avaient besoin de nous, au moins autant qu'on avait besoin d'eux. Et que donc il y avait aussi une forme de rapport de force avec les médias. Et en fait, ce que ça veut dire concrètement, c'est que au tout début, on a été projeté comme ça sur la scène médiatique assez jeune, hein, au moment de Greta, tout ça, on était en fait des ados, quoi. Et on nous demandait d'avoir un avis un peu... En fait, à la fois, on nous demandait d'avoir un avis avec une expertise certaine sur tout, et en même temps, on attendait de nous de faire 3 fois mieux parce qu'on était des jeunes filles, donc on dérangeait déjà juste par notre présence. Donc il fallait qu'on prouve 2 fois qu'on avait le droit d'être là. Donc je me suis retrouvée un peu avec toute cette bande-là à un moment donné dans un endroit où je me sentais complètement utilisée, dans le sens où ce qui était très dur à vivre pour moi, c'est que les bookers, ce qu'on appelle les bookers, c'est-à-dire ceux qui préparent les émissions, qui font sur les gros plateaux, il y a des gens qui disent « Ah, on pourrait inviter un tel, et ils t'appellent, et voilà. Ils comprennent la psychologie, mais c'est leur rôle, et ils sont très bons. Ils comprennent comment faire pour t'avoir, pour que tu ailles chez je sais pas, chez Salamé, pas chez Quotidien, ou ils ont envie d'avoir des exclus, au hasard. Et donc, en fait, ce qui se passait là, à ce moment, c'est que moi, j'avais envie de continuer à avoir une vie aussi à côté. J'étais en train de faire mes études. L'activisme, ça prend beaucoup de temps. Contrairement à ce qu'on imagine, et contrairement aux États-Unis, on n'est pas du tout payé quand on va sur des plateaux télé, donc il fallait que je fasse des jobs pour payer mon prêt étudiant. Et en fait, tout ça prenait énormément de temps. Et aussi, j'avais envie de pouvoir laisser la place à d'autres. En fait, personne n'était irremplaçable. Sauf que ce qu'ils avaient compris, c'est qu'ils jouaient vachement sur ma corde sensible, qui était de dire bah, si tu viens pas toi, on n'en parle pas. Donc je me suis retrouvée plein de fois, par exemple, je me rappelle d'un débat sur BFM avec le président de la Fédération de la chasse, et il me disait, bah, j'aurais dit, mais là, c'est mon seul week-end avec des amis, on est en train de jouer à un jeu de cartes, juste, laissez-moi tranquille, juste ce moment, quoi.
Et ils m'ont dit non, mais en fait, bah, c'est quand même vraiment dommage parce que du coup, ça veut dire que tu vas laisser uniquement la parole portée par le président de la chasse. Tu te rends compte la responsabilité. J'étais là, en fait, c'est votre responsabilité de trouver qu'à un moment donné un contradicteur. C'est pas à moi de culpabiliser du fait que si moi je ne suis pas disponible, vous allez dire, eh ben tant pis, on ne parle pas du sujet. Donc ça a été un moment un peu étrange. Je me rappelle une autre fois aussi qui a vraiment marqué une prise de conscience sur ce sujet. C'est avant une marche climat qui était super importante pour nous. Je ne sais plus laquelle c'était, je ne sais pas si c'était la marche du siècle avec les gilets jaunes, ou enfin en tout cas une marche qui avait particulièrement une signification importante même pour moi. Et la veille, je voulais aller camper à Fontainebleau avec mes amis parce que c'était mon moyen de me détendre avant ce bain de foule et de lutte et tout ça. Et l'équipe qui gérait les médias pendant l'organisation de la marche me disait Camille, il y a une grande maison, je ne dirais pas laquelle, mais de matinale qui veut à tout prix que tu viennes parler du climat, et donc ce serait génial parce qu'après tu pourrais parler de la marche juste après, donc ça pourrait faire venir plein de gens. Moi j'avais dit mais c'est juste mon seul moment où je vais camper, donc s'il vous plaît laissez-moi ce petit truc là quoi. Et ils ont dit bon bah en fait si tu dis non, bah tant pis, parle pas de la marche. Alors qu'il y avait plein de gens qui préparaient cette marche avec moi et qui étaient au moins autant pertinents pour le faire. Et donc je me rappelle que ce camion de radio est venu en lisière de Fontainebleau, mais comme dans un film. Je savais pas que ça existait. Vous savez où il y a les sièges, il y a les deux sièges qui se regardent comme ça, et avec le gars qui a ses écouteurs et qui m'a enregistré en plein milieu de la forêt de Fontainebleau pour une matinale. Enfin c'était lunaire, c'était complet. Et là je me suis dit bon. Donc je dirais que ça a changé à partir de ce moment-là aussi où on s'est mis à nous demander notre avis sur beaucoup de choses, et c'est un temps qui est incompressible. Et je me retrouvais à commenter l'actualité et jamais à la créer. Et je respecte totalement ce travail-là. On a vraiment besoin de journalistes, d'éditorialistes qui commentent et qui analysent une actualité. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'aime faire et pas du tout ce que je sais faire. Donc j'avais l'impression d'être dans une voiture où le paysage défilait comme ça. Mais je pouvais juste dire ah bah oui, cette loi vraiment elle est horrible, ah puis ça c'est quand même vachement injuste, bah ça dis donc c'est terrifiant. Mais c'était déjà arrivé parce que le temps médiatique fait qu'on parle des choses quand elles sont là, sauf qu'elles se sont décidées avant. Et c'est d'ailleurs un auteur qui a écrit Comment sortir de notre impuissance politique de Geoffroy Lagannerie, qui a un livre qui parle de ça, qui dit comment est-ce qu'on se condamne à notre propre défaite. Et il dit la vraie victoire aussi c'est de reprendre une forme de pouvoir sur le temps politique. Et donc le temps médiatique, parce que l'agenda politique est aussi dicté par l'agenda médiatique, et pas seulement l'inverse. Donc à partir de ce moment-là, ce qui s'est fait, c'est que j'ai décidé de, quand je voulais faire monter un sujet, par exemple sur les fonds marins, sur ICOP, c'est la première fois vraiment que je l'ai utilisé ce levier-là, c'était de dire mais je veux qu'on parle de ça parce que ça me révolte, parce qu'il y a des gens géniaux, il y a des associations qui font ça dans l'ombre et personne n'en parle alors que c'est un scandale. Et donc je refusais de donner cette interview si on parlait pas de ça. Donc au début ça donnait des scènes lunaires parce que je me retrouvais par exemple sur Quotidien où en direct ils me mettent pas la bonne pipeline à l'écran, c'est-à-dire que je dois commenter et c'est pas le bon pays en fait d'Afrique. Donc moi je suis là mais elle passe pas du tout par là la pipeline. Et donc du coup je me décompose un peu et en même temps il faut que je tienne parce qu'on a une seconde pour dire un truc intéressant. Donc et c'est des scènes comme ça très étranges mais qui font que après, petit à petit, avec plein d'autres, on essaye de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que donc, quand de partout, la personne qui va allumer sa télé, ouvrir son journal, regarder les réseaux sociaux, va se rendre compte que de partout, on parle de ce sujet, c'est que les médias, et donc ensuite les politiques vont se dire mais c'est quoi ce truc dont tout le monde parle et qui paraît inévitable. Et donc, on crée l'agenda. Et pour l'instant, c'est la seule manière que j'ai trouvée en relation avec les médias, plus largement, je veux dire, sur des luttes précises, de faire en sorte qu'on force à ce que ça devienne incontournable. Et c'est parce que ça devient incontournable ensuite que quand on arrive, pour moi c'est simplement un outil, ces médias. Et donc quand on arrive ensuite dans la table des négociations, par exemple, je sais pas, après avec des ministres ou dans des négociations internationales, etc., en fait on a un poids beaucoup plus grand. Parce que c'est pas juste nous, ils s'en fichent de nous qui on est, juste 2 personnes, 3 personnes d'une asso. Mais c'est parce que derrière ils se disent
waouh, c'est le sujet dont tout le monde parle en ce moment. C'est quoi ce truc des fonds marins là? Moi, ministre de la Mer, je vais devoir faire tout mon mandat sur ce truc des fonds marins parce que ça a l'air de fasciner beaucoup de gens. Bon, bah très bien, on va regarder, peut-être que j'ai un coup électoral à faire. Et donc on les a comme ça à cranter. Donc je dirais que voilà, ma relation média, elle a changé. Maintenant, c'est vraiment pour moi devenu un outil stratégique pour faire en sorte que des sujets qui sont en dessous des radars arrivent. Et donc c'est vraiment prendre cette fenêtre d'Overton et dire maintenant on va parler de ça. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup de gens, mais c'est d'imposer nos sujets aussi et pas seulement se retrouver à être coincé à commenter des décisions injustes, parce que alors sinon ça va être profondément long. Merci Camille. Alors tu dis effectivement il faut créer l'agenda, au-delà de participer à des talk-shows et à commenter l'actualité. Et du coup, ça me vient une question pour tous les deux. En fait, on a vu, notamment après l'été 2022, l'été de sécheresse exceptionnel qu'on a eu, on a vu pas mal de rédactions de médias étoffer leurs services environnement, écologie, planète, enfin, selon les médias, ils portent des noms différents, mais on a vu les équipes un petit peu grossir, les traitements médiatiques s'étoffer un petit peu. Et en même temps, on voit qu'il y a encore beaucoup de lacunes, de sujets qui ne sont pas traités. Pour l'un et pour l'autre, en fait, quels sont les sujets pour vous qui vous manquent encore cruellement et qui, justement, malgré le fait que vous pesez sur l'agenda, que vous tentez de vous-même d'agir, etc., où sont encore les grosses impasses? Qu'est-ce qui vous manque dans les médias généralistes aujourd'hui? En fait, il y a 2 points. Le premier, c'est sur le fond, et le deuxième, c'est sur la structure interne des médias. Le premier, sur le fond, il est assez simple. Il manque de la donnée. Il manque de la donnée, il manque des études, en tout cas sur les sujets qui nous intéressent. Quand on parle de l'asthme à Bagnolet, il n'y a pas assez d'études. Il y a récemment, en octobre 2023, la première étude sur les disparités en termes de particules fines, PM1, etc., qui a été faite en fonction de l'Île-de-France et des régions. Mais il y a tellement de choses qui manquent. Par exemple, le prix de l'eau. Le prix de l'eau, il y a une différence, parce que ce n'est pas les mêmes services et les mêmes prestataires, entre la banlieue et le centre de Paris. 74 centimes le mètre cube, un truc comme ça. Et donc il y a ce genre de différence-là en termes d'études où il nous manque de la donnée vulgarisée correctement. Et donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est en termes de structure des médias. C'est-à-dire que il y a, à mon sens, et c'est parce que c'est un sujet spécifique qui mêle la question sociale, la question raciale, la question climatique, et donc on est dans un enchevêtrement un peu compliqué en vrai à tenir. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème avec les rédactions en elles-mêmes. Alors, Mediapart, je sais pas, et j'espère que ça ira, mais on accepte la critique. Mais en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est le rapport malheureusement inconscient à des réalités ou à des biais, parfois de mépris de classe, qui sont très difficiles à surmonter. C'est pour ça qu'avant je faisais le SO au Bondi Blog, c'est parce qu'il y a encore des médias comme ça qui existent et qui sont faits par nous et pour nous, et qui peuvent nous ressembler. Alors la question qu'il faut se poser, c'est comment des médias qui ne sont pas faits par nous et pour nous, parce que Bernard Arnault, il n'a pas l'air de nous ressembler beaucoup, comment on fait pour que ces médias-là, en l'occurrence, puissent être des alliés quand même? Et donc là, la question, elle se trouve dans la forme de collaboration qu'on va pouvoir élaborer très concrètement. En fait, ça se résume avec une phrase d'un rappeur qu'on va pas citer, qui dit quand on me donne la clé, je m'en sers pour casser le carreau. Donc il faut nous donner la clé et accepter qu'on va dans une forme de co-construction et d'équilibre et de rapport de force suffisant pour pouvoir nous-mêmes mettre en place les jeunes, les personnes qu'on estime légitimes à porter ces sujets. Très concrètement, là, avec Libération, il y a le Libétour qui s'organise, l'étape de Paris qui s'organise fin mars, 29, 30, 31. Et ils nous appellent, ils me disent « Ouais, ce serait bien que vous participiez au Libétour ». Comment ça participer, frérot? Nous, il n'y a pas de participation, soit on récupère le truc, soit de bonne chance. Ok, bah vas-y, on co-construit avec vous. Donc en fait, c'est plus le climat Libétour, c'est devenu le banlieue climat Libétour. Et donc on est dans une forme de rapport de force où du coup, on leur dit maintenant la programmation ça va être comme ça, les ateliers ça va être comme ça. Eux, ils nous disent voilà ce qu'on a envie aussi. Et donc on co-construit avec eux et la ville de Paris, l'Académie du climat, Oxfam, des ateliers où tout le monde est sur une forme de rapport d'horizontalité et à aucun moment on a l'impression d'avoir une table. Et que nous, on rajoute, attends, tiens, on va te faire la place, on va mettre une selle et tu vas te mettre, non frérot, on veut la table, on veut pouvoir définir le plan de table également, ce qu'on va manger, la carafe d'eau, ce que tu veux. Et donc ça c'est important dans notre manière derrière d'assurer au niveau de l'information et du traitement
même de l'interview en elle-même que les jeunes vont recevoir. Par exemple, là, il y aura un double page où les jeunes vont pouvoir réaliser eux-mêmes leurs interviews, mettre en avant des initiatives locales, faire en sorte que, certes, cette personne que vous allez interroger, peut-être que médiatiquement, elle a les critères de ce que vous semblez être de la mixité, mais c'est tellement du transfuge que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vit. Donc il faut aller peut-être chercher cette personne-là, cette personne. Peut-être que vous la connaissez pas, mais voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Et donc ce travail-là d'investigation, j'ai l'impression qu'il peut être fait que par nous et pour nous. Et donc il nécessite parfois une collaboration un peu plus étroite et donc un rapport de force qui nous permet de tout simplement collaborer correctement et pas être dans une forme de dépendance à « Attends, tu veux bien faire une petite interview de l'asso local là à Strasbourg ?» Non ? Ok, pourquoi ? Parce qu'ils sont pas assez connus. Par contre, si tu veux, on peut aller à... Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut que ce que nous on veut ce qui nous représente puisse être dicté par ce que nous on pense et pas parce que eux se font l'idée de... Bref, la phrase elle est compliquée à faire là, mais vous avez compris. Avant de rebondir, Camille, sur pareil, c'est quoi pour toi les sujets qui sont vraiment encore silenciés dans les médias? J'ai quand même une petite question parce que tu l'as abordé un peu dans ton intervention. C'est vraiment la question de la personnification, en fait, où on voit, bon, l'acmé, c'est vraiment Greta Thunberg, où on voit qu'elle est même complètement limite dépossédée aujourd'hui de son corps par rapport à ça dans les médias. Je veux bien me dire aussi comment tu joues ou comment t'articules ou comment c'est une contrainte, dans le sens où effectivement personnifier des fois ça donne des lumières médiatiques assez dingues. On l'a vu encore une fois pour parler de Greta Thunberg, le fait qu'elle est venue soutenir les gens qui militent contre la 69 ou qu'on l'a vu en Gironde, on a vu que l'espèce limite d'hystérie médiatique qu'il y a eu, mais comment aussi il y a quelque chose, et ça on l'entend côté aussi plutôt militant ou activistes qui sont engagés sur le terrain, comment ça peut écraser, comment cette lumière-là, elle peut mettre dans l'ombre tout un travail de terrain, de militantisme, de créer des alliances avec des syndicalistes, etc. Bref, comment tu gères ça? Et après peut-être oui, tu réponds sur cette question des objets silencieux. Parce que j'étais partie, j'avais dans la tête l'autre réponse, donc je vais essayer de mettre ça dans un tiroir. Déjà, c'est pas la faute des gens qui sont projetés, c'est-à-dire que c'est cette chose très étrange où on nous en veut d'être projetés pour défendre des idées qui sont celles qui sont partagées, et en même temps, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait de toujours garder, et ça c'est une éthique personnelle, enfin une éthique intime en fait, c'est de toujours essayer de savoir pourquoi on parle. Moi, c'est juste ça qui m'a permis de rester ancré et de dire on ne pourra jamais, de toute manière, prouver aux gens par des mots en leur disant mais ne t'inquiète pas, je vais pas... Moi, la question qu'on posait, c'était, ou à Greta aussi, et Louisa, parce qu'on s'est beaucoup vu à un moment donné où ça prenait, cette chose de comment est-ce que tu vas pas te laisser corrompre. Donc on avait peur que, on nous projette dans un milieu et on se dit en fait c'est un peu confortable. Est-ce qu'on n'a pas envie juste du coup de, prendre cette place politique ou devenir chroniqueur d'un plateau, et puis voilà, et en fait ne plus du coup avoir cette radicalité qui dérangeait. Une fois qu'on dérange et qu'on a ouvert cette fenêtre d'Overton, est-ce qu'on va continuer à l'ouvrir une fois qu'on a commencé à faire un peu de la place? Et ça, de toute manière, je vais être très courte sur la réponse parce qu'aucun mot ne rassurera, c'est-à-dire que on ne prouvera uniquement par les actes, et c'est tout, et ça commence à être le cas déjà. Donc je le vois avec Greta, avec tout ça, par exemple, on se rend bien compte que ça ne l'a en rien ramolli et qu'elle est capable d'être vraiment là sur des luttes radicales, d'ouvrir de la place pour d'autres. Et je pense aussi qu'il faut, pour parler du coup plutôt de la question du féminisme, pour faire un parallèle qui sera peut-être plus clair, quand on parle des boys clubs et des femmes, jamais les boys clubs se posent la question de savoir est-ce que s'il y en a un, ça va faire de l'ombre à l'autre. Non. Pas du tout, il ne se pose jamais cette question. C'est parce que nous, on nous a conditionnés au fait qu'il ne doit y en avoir qu'une, qu'alors s'il y en a une, on doit la jalouser, on doit la détester parce que ce ne sera pas nous, parce qu'elle va faire de l'ombre à l'autre. Mais de l'ombre, qui décide de la scène en fait? C'est vraiment ça ce que tu disais, c'est qui décide de la taille de la scène. C'est ça l'idée de la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que plutôt que de dire, si on parle de fond marin, on ne va pas parler de surpêche. Mais non, c'est de dire, on va arriver, on va imposer un sujet. Il y a besoin d'un corps et de mots pour aller se déplacer sur ce plateau. Donc à un moment donné, il faut bien que des gens le fassent individuel. Mais on va ouvrir la fenêtre et on va dire maintenant cette question d'océan, regardez comment, contrairement à ce que vous pensez, en fait ça intéresse les gens. Oui, ils ont quelque chose à faire de savoir ce que la moitié de la surface du globe, ce qui se passe en dessous. Donc on a parlé des fonds marins.
On a ouvert une porte et maintenant, regardez, chère rédaction, il faut parler de la surpêche, il faut parler de tout ça. Et donc on ouvre un sujet en fait, on ouvre des portes entières et on agrandit l'espace. Donc moi je ne crois pas du tout que ça fait de l'ombre à partir du moment où on ne parle pas pour soi, à partir du moment où on ne tombe pas dans la forme de pipolisation qui serait de juste commenter son existence ou parler d'autres choses. Moi je crois qu'au contraire, et preuve en est en fait, c'est juste que c'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est quelque chose qui est vécu, et je crois que c'est juste puissant à partir du moment où on montre que on arrive à faire de la place pour d'autres. Par exemple, sur la pipeline en Ouganda, c'était aussi même nous une manière de protéger les militantes ougandaises avec qui on travaillait, parce que leur anonymat leur permettait à leur état là-bas d'être beaucoup plus violent dans la répression envers elles. Donc on avait des moments où elles étaient enfermées, enfin c'était assez glauque. Et les quelques-unes qui sont venues en France et qui on a pu faire de l'espace médiatique et donc avoir une reconnaissance pour leur pays, en fait ils voyaient ça de l'autre côté en disant mais maintenant on connaît leur visage, donc c'était beaucoup plus difficile de les faire taire. Donc ça c'était quelque chose d'assez puissant aussi. En fait, à la fois la lumière, quand on la braquait sur d'autres, elle pouvait permettre de protéger d'autres gens. Donc je crois que c'est plutôt une éthique à avoir qu'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour braquer le projecteur dans les bons endroits, mais tout en se rappelant aussi qu'on ne décide pas de tout. C'est-à-dire qu'il faut aller embêter les journaux qui ne parlent pas de vos luttes, pas forcément les gens qui sont invités de ne pas parler de toutes les luttes, parce qu'on a 24 heures d'une journée, parce qu'on nous demande, et j'ose pas imaginer pour Greta, ça doit être pire encore, mais on nous propose des choses. Malheureusement, le monde étant terrifiant, il se passe des choses terrifiantes partout et tout le temps. Donc si on ne parle pas de cette chose qui vous bouleverse, et c'est sublime qu'elle vous bouleverse, c'est parce qu'on doit choisir. Et on me pose toujours la question, comment est-ce que tu choisis uniquement par ce qui, moi, me bouleverse, ce qui, moi, me touche. Parce que je sais bien que personne n'est remplaçable et que donc si je ne vais pas parler de telle lutte, si par exemple Greta n'était pas venue à Arcachon mais qu'elle était venue à une autre lutte locale, ben, c'est pas grave, d'autres, voilà, on s'organise, on se passe le relais, quoi. Moi je trouve que c'est ça qui est super beau, c'est ce moment où je me dis j'ai besoin d'être obsessionnelle sur des choses très précises parce que c'est comme ça qu'on gagne, à mon sens. J'ai besoin de maîtriser. En fait, on ne se rend pas compte du tout du travail, je crois. On imagine que juste on commente un peu l'actu comme ça dans l'actualité, mais en réalité, pour faire advenir un sujet, c'est des mois et des mois de travail avant, avec des scientifiques, pour connaître aussi parfaitement les arguments de nos adversaires, pour être préparé, pour avoir 4 coups d'avance, parce qu'on sait que le moment médiatique, c'est vraiment 2 semaines, quelques jours, c'est un truc très très court, et donc on a une fenêtre de tir où on doit être irréprochable, et on doit avoir préparé 4 fois ce qui va se passer après. Donc avec cet espace-là qui est restreint, voilà ce qu'on en fait. Par contre, je préfère vraiment répondre sur la deuxième partie qui m'intéresse beaucoup plus que de parler de moi. Justement, Camille, j'allais te relancer là-dessus, si je peux te relancer. J'ai répondu à ta question ou pas, Michael? Ouais. Qu'est-ce qui demande aux autres aussi? Mais oui, bien sûr. Mais vas-y sur les. Non, ça va. Tu veux que qu'est-ce qui est silencieux côté média, à ton avis, ouais. Et dans les modes de traitement, et y compris dans Mediapart, hein, on peut aussi parler de la façon dont on parle d'écologie à Mediapart. Non, là-dessus, en fait, c'est de la même manière. Je pense qu'on doit, de la même manière dont on ne doit pas oublier que les gens qui sont sur ces plateaux sont des gens et que c'est très violent. Et qu'être sur le devant de la scène, c'est être sur le devant de la scène pour tout. C'est-à-dire être aussi sur le devant pour les coups. C'est pas mieux ou moins bien. Et c'est ce que je vais dire avec le journalisme, en fait. C'est-à-dire que c'est juste un endroit qui est utile. C'est tout. Pour moi, c'est une des clés, un des outils. C'est ni l'apothéose, ni la première chose à faire. C'est juste une clé parmi tout ce qui se passe. Il y a des luttes sur lesquelles on a plus besoin de lumière, d'autres moins. Ça dépend vraiment du contexte. Et sur le journalisme, de la même manière, c'est difficile de dire les journalistes, ce serait très très faux. En fait, je crois que d'abord, ce que manque pour moi le journalisme indépendant, c'est de l'enquête et donc des moyens. C'est vraiment une chose qui est fondamentale en démocratie. Là, je crois, dans ces moments-là, c'est de soutenir le journalisme indépendant. Et Mediapart ne m'a pas payé pour dire ça. Juste parce que je vous assure que c'est... Plus j'avance, plus je me rends compte, particulièrement sur un sujet dont je vais parler fin mars, là. Ça fait des mois qu'on travaille dessus et il n'y a aucune donnée produite par l'État. On parle d'un scandale sanitaire, environnemental total et il n'y a aucune donnée qui est produite par ceux qui sont censés nous protéger. De la même manière, sur tous les sujets sur lesquels, en fait, je réalise, sur lesquels je me suis mise à travailler, c'est l'alerte soit des scientifiques, parfois, soit des journalistes. Et ça ne devrait pas être... Enfin, c'est très beau et c'est très noble que ce soit leur travail, mais si on dézoome
j'aimerais bien qu'on paye des gens pour s'en occuper, de savoir ce qui se passe sur le terrain partout et à quel danger à quel degré de dangerosité on est exposé en tant que citoyen. Donc, il y a des alliances qui se créent qui sont très très belles aussi entre des activismes, de l'activisme, pardon, des journalistes, et il ne faut pas en avoir peur. J'entends beaucoup de la part de journalistes qui vont relativement partager nos idées, enfin en tout cas qui vont être sur pendant la politique, qui est de dire on n'est pas engagé, je vous assure, on n'est pas de journalisme engagé, on n'est pas militant, en s'en excusant. J'ai toujours trouvé ça très étrange parce que, mais ne vous excusez pas, c'est quel noble titre. Je trouve ça magnifique. Enfin, juste sans lutte, sans militant, il n'y aurait pas eu un dixième des droits civiques et des libertés qui vous permettent même d'exercer votre métier de journaliste aujourd'hui. Donc, par essence, un journaliste, comme l'art, en fait, est engagé dans une direction. Simplement, on ne le précise pas quand elle est engagée dans la direction dominante, parce qu'on imagine que la norme est neutre. Mais on peut être très radical dans son centrisme, hein. On peut être très radical dans son statu quo. Et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de gens pouvoir aujourd'hui. Ils sont très radicaux dans leur envie de garder vraiment ce qui se passe là et de ne surtout rien changer. Donc, tout en restant dans son rôle chacun, et je l'entends très bien, je crois il ne faut pas qu'on se laisse enfermer là-dedans, parce que c'est de la même manière sur l'idée de la personnalisation, c'est-à-dire que pendant qu'on se débat des miettes entre nous, mais jamais ceux qui sont dans l'espace dominant ne se posent cette question. Jamais, pas une seconde, même ça arrive à leur niveau de conscience. Donc c'est très important de ne pas se tromper d'adversaire. Et je crois que ça permet deux choses. La première, c'est aussi d'avoir une plus grande dignité dans la manière dont on va poser les questions et mener des interviews, de respecter l'autre et pas sous couvert de neutralité aller créer des contradictions qui ne sont pas intéressantes. En fait, c'est pas le cas de Mediapart du tout pour le coup, mais souvent parfois, parce qu'on imagine que si on est militant de climat, il faut qu'on aille la titiller sur des trucs. En fait, le constat est tellement grave, tellement clair qu'on pourrait être déjà 4 fois plus loin, ce qui permettra à la population d'être beaucoup plus au courant et donc potentiellement que la sphère politique soit beaucoup plus en avance aussi sur ça. Donc ne perdons pas trop de temps à essayer de créer de la contradiction, ça c'est important. Elle existe totalement, quand on rentre dans les sujets, elle est partout, la contradiction, la nuance, la complexité. Elle est partout et c'est beaucoup plus intéressant de la traiter là. Très rapidement, une chose aussi, ça vient parfois d'un mépris qu'on a en tant que journaliste, en tout cas, je ne sais pas si c'est des personnes journalistes, mais du fait que les gens ne vont pas comprendre. Et ça m'a toujours paru très étrange de prendre les gens pour des imbéciles. Sauf qu'en fait, si on réalise, moi, mes amis sont brillants, les membres de ma famille sont brillants, donc où sont les imbéciles? Donc, quand on réalise tous autour de soi, on se rend compte que tous ceux qu'on connaît et qu'on aime sont capables de comprendre tous les sujets du monde. Aucun sujet est trop dur pour être traité. Ça, c'est vraiment une conviction profonde. Aucun sujet est trop complexe. C'est simplement la manière dont on le fait. Et si on arrive à se détacher de ce mépris parfois de classe, en fait, il suffit de définir les termes qu'on utilise. Et c'est tout. Et c'est de ne pas faire un langage qui soit un langage qui met à distance, mais plutôt de se défaire de ce langage un peu habillé et engoncé pour que l'information passe. Mais c'est un droit, le droit à l'information, et tout un chacun ne doit pas être infantilisé. Et même ce terme-là, je le trouve très, très maladroit, parce qu'en fait, même quand on est enfant, moi j'ai été élevée comme ça, on répondait toujours à mais pourquoi, et on me disait la vérité, on n'essayait pas d'enchanter quelque chose qui n'est pas. Ça, je trouve que c'est très puissant comme posture journalistique aussi, de se dire qu'il n'y a pas de mauvais sujet, et dernière chose, qu'il n'y a pas de mauvaise longueur aussi. On le voit beaucoup en utilisant les réseaux sociaux. Souvent, on nous dit « oui, mais fais court, il faut que ce soit impactant, 3 minutes, catchy ». On n'a toujours eu rien à faire. La première fois, nous, qu'on a commencé à faire des courts-métrages sur les réseaux sociaux, je leur disais « mais moi, j'ai besoin de 20 minutes, par exemple, pour parler du rapport du GIEC, c'est déjà rien. Mais je ne vais pas le résumer en 1 minute 30. Je suis désolée, j'ai pas envie, il y a d'autres sujets. Oui, mais là, c'est pas possible pour moi. » Et en fait, on dit « mais ça va pas marcher, les gens vont pas rester ». Mais si c'est bien dit que c'est de manière intéressante, les gens ont envie de savoir en 20 minutes pourquoi on est en train de vivre le plus grand effondrement depuis... Enfin, ça me semble quand même intéressant en 20 minutes. Donc, c'était la même chose sur Mediapart. J'avais fait les vœux en tant que président, pour qu'on était dans une belle incarnation. Et j'ai dit, mais en fait, je peux pas... J'écris, ça fait 13 minutes. Mais on peut pas résumer une année aussi bouleversante, souhaiter quelque chose pour l'avenir en 1 minute. Moi, je sais pas faire ça. Donc, j'ai besoin de ce temps long. Et la preuve en est, c'est que quand on prend le temps, ça peut marcher à une condition, c'est qu'on a vraiment
et respect pour la personne qui va regarder. Et donc ça veut dire qu'on ne considère pas le temps de l'autre, de notre lecteur, de l'auditoire comme acquis. C'est-à-dire qu'on est très exigeant envers soi-même, envers ses longueurs, envers le moment où on se regarde nous, envers le moment où on a envie de faire une phrase parce qu'elle nous fait plaisir. Donc à partir du moment où on a un profond respect pour le temps de ceux qui vont nous lire, nous écouter, et qu'on travaille en profondeur la vraie complexité, pas celle qui est artificielle, alors je suis persuadée que tous les sujets peuvent être traités avec justesse et que donc c'est un outil extrêmement puissant ensuite pour faire advenir des bascules. Et c'est très utile aux mouvements sociaux, c'est-à-dire, je finis sur ça parce que c'est vrai que j'ai parlé au début du fait de comment nous, les militants avec lesquels je travaille, et moi, on utilise parfois les médias comme un point de bascule. Inversement, on a vraiment besoin du travail journalistique d'enquête sérieux, parce que sans ça, on n'aurait pas cette donnée, on n'aurait pas les chiffres sur lesquels s'appuyer, et pas seulement les chiffres, des scandales entiers qu'on doit révéler, avoir accès à des documents qu'on ne peut pas faire, payer des gens qui vont pendant... Là, je travaille sur un sujet pareil, on a dû avoir des gens qui pendant des semaines, en fait, ont épluché des rapports, et ça prend un temps qui est incompressible. Donc cette rigueur journalistique, elle se prend du temps long, elle se paye, et donc on a vraiment besoin de s'organiser en dehors de ce système Bolloré. C'est vraiment fondamental, je crois que c'est vraiment là que ça se joue. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Pour continuer la discussion avec Féris et Camille, on fait tourner le micro, on a peut-être 20 minutes. Bonjour. Alors merci beaucoup déjà pour les différentes interventions, c'était extrêmement intéressant. En fait, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit sur la notion de l'écologie de proximité et en fait le rôle justement des médias de rendre les sujets intéressants et peut-être aussi rendre les sujets plus parlants pour tous les jours. Parce que c'est vrai, moi je vois quand j'ai décidé de m'intéresser à des sujets, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut comparer pour avoir un esprit critique. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des fois, les sujets sont très décorrélés de ce qu'on voit de tous les jours. Le sujet de l'agriculture, le bio-bashing aujourd'hui, oui, bah, en fait c'est résumé à le bio c'est cher. Merci, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette conclusion? Donc voilà, je ne sais pas comment aujourd'hui, par rapport à vos visions différentes, quel est notre rôle aussi en tant que citoyen pour essayer de rendre ces actualités et ces sujets de plus en plus récurrents et de proximité. Merci. Bon, juste une question. Le sujet, c'est qu'attendez-vous d'un média sur l'écologie? J'avais envie de vous faire réagir sur un sentiment que j'ai. Il me semble que l'écologie est un problème systémique, et pas seulement des nuisances, mais un problème qui vient réinterroger nos modes de vie, notre civilisation peut-être, qui s'avère au regard de l'écologie mortifère, c'est-à-dire contre la vie. Et je me demandais comment est-ce que les médias pourraient traiter l'écologie aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression quand j'écoute les médias, qu'on a tel fait divers, tel fait politique, puis il y a tel fait écologique, puis ensuite c'est noyé dans des faits comme si tout ça était un peu au même niveau. Et moi, il me semble qu'il y a un rôle des médias pour montrer que quelque chose sur l'écologie est différent de ce point de vue-là. C'est-à-dire, c'est pas seulement un fait divers, c'est pas seulement un fait politique, c'est peut-être un fait de civilisation qui vient nous réinterroger, nous tous, parce qu'il n'y a pas tellement tel ou tel coupable, mais vient réinterroger nous tous et nos modes de vie. Et moi, je rêverais des médias qui le prennent à cette hauteur-là. Je donne juste un exemple, je suis très court. Je rêverais, alors c'est un rêve, un vrai rêve, France Inter, pourquoi, une fois par mois, elle ne dédierait pas toute une journée sur la question de l'écologie, c'est-à-dire, disons-le, sur la question de la vie et de notre survie. Merci. Sur la hauteur de vue et sur la critique plus générale, au-delà de, effectivement, parfois des sujets qui peuvent être un peu sectoriels ou très délimités, alors qu'effectivement plein de choses sont liées. À vrai dire, on le fait aussi à notre manière, à travers des entretiens avec des chercheurs, des philosophes notamment. On fait parler des philosophes, on a aussi des approches très critiques du capitalisme en fait, parce que cette critique des désastres écologiques et la façon de les enrayer, c'est aussi derrière tout notre modèle économique.
qui est en jeu. Et je crois que de ce point de vue-là, on est aussi assez marqué dans la critique du libéralisme et du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Et puis on a aussi dans nos approches les uns et les autres au pôle écologie aussi toute une critique du technosolutionnisme et sur lesquels on se rejoint notamment sur les questions agricoles mais aussi sur les questions climatiques et sur les questions énergétiques. Donc là je crois que quand même il y a quelque chose, en tout cas un paradigme sur lequel précisément on se retrouve. Je reviens vraiment sur le sujet. Qu'attendez-vous d'un média sur l'écologie? On va parler de Mediapart. En général, je trouve les articles de Mediapart un peu trop longs. Ça, c'était pour le dire. Deuxièmement, je trouve que ça manque un petit peu de contradiction et d'objectivité. Je vais juste prendre un exemple d'un article. C'était sur les méga-bassines. Je ne sais plus qui en est l'auteur. Ça remonte un petit peu. Vous aviez convoqué à l'époque, je pense, c'était une scientifique du CNRS. Il y avait vraiment un biais de confirmation de votre part parce qu'en fait, elle abondait complètement dans votre sens, mais il n'y avait aucune contradiction. Je pense aussi qu'on ne peut pas avoir des articles qui tout de suite virent en fait dans la lutte des classes. Je sais qu'il y a eu des violences policières insupportables à Sainte-Soline, mais les articles en fait ont beaucoup débouché là-dessus. Il n'y a pas eu vraiment de possibilité de savoir ce que pensaient et ce que voulaient faire les gros exploitants agricoles qui ont fait les méga-bassines. Très vite aussi, c'était la lutte des petits contre les gros exploitants. Et franchement, vous manquiez de hauteur de vue. Et je pense qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à dire. Voilà. Merci. Les journalistes ont un vrai rôle de raconter réellement ce qui s'est passé sur le terrain. Et je ne vous... Imaginez si vous vivez une journée et que vous retrouvez chez vous le soir une histoire complètement inverse qui est racontée. C'est très bizarre parce qu'en fait, vous y étiez et l'histoire que le monde entier entend n'est pas du tout ce que vous avez vécu. C'est un sentiment super étrange, mais vraiment super étrange, parce qu'ensuite, les gens qui lisent se font une opinion de vous, de votre lutte, sur quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc, des fois, on l'aborde avec beaucoup d'humour. C'est-à-dire que quand on avait, à un moment donné, Darmanin qui avait dit qu'on avait utilisé des drones pour commander, et en fait, ça nous avait fait beaucoup rire, parce qu'on était là, mais on n'aurait pas le budget, juste de créer une attaque de drone. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est que ce que vous imaginez parfois de la neutralité, en réalité, et simplement parce que c'est du côté d'un autre côté. En fait, c'est vraiment ça qui est super important et fondamental à comprendre, c'est que quand vous allez ouvrir d'autres médias qui vont criminaliser les écolos, on ne va jamais dire ça manque de neutralité. On va imaginer que c'est quelque chose qui est fait de manière objective, parce que ça appartient à l'univers des dominants, en fait. Et donc, c'est ces journaux qui essayent de mettre la lumière sur un autre côté, de relater les faits par le terrain, par des gens qui y étaient. C'est vraiment, vraiment, vraiment super important, parce que ça nous permet de ne pas nous sentir dépossédés de notre histoire et de ce qui s'est passé, et donc d'avoir une contradiction. Et après, je vous invite aussi en tant que lecteur, moi je lis plein de journaux différents, et j'attends pas d'un journal de m'apporter toute la contradiction sur un sujet. Si j'ai envie d'avoir de la contradiction sur quelque chose, bah, je vais aller regarder de différents endroits, et ça je pense que c'est une pratique saine avec les médias, c'est d'aller regarder différents points de vue, plutôt des histoires relatées par différentes personnes. Donc voilà, c'est aussi une éthique à nous et pas seulement aux journalistes, je crois, de le faire. Peut-être pour dire un mot aussi sur les méga-bassines, en fait, au contraire, on n'a pas voulu se laisser enfermer dans un schéma réducteur. On a aussi parlé beaucoup des alternatives, parce que la problématique des méga-bassines, en fait, c'est la problématique de cultures qui sont extrêmement consommatrices d'eau. Au moment des plus fortes chaleurs, en l'occurrence le maïs. Et on a parlé aussi dans les colonnes de Mediapart de quelles autres cultures on pourrait faire, notamment le sorgho, quelle autre manière de cultiver qui serait avec moins d'irrigation. Et on a fait notamment on a publié toute une série de reportages il y a 1 an et demi sur la vie des sols, et on continue en fait de creuser ce sillon-là, si vous me permettez la métaphore. Mais on parle aussi, et aussi parce qu'on a besoin aussi nous-mêmes de croire en des perspectives et aussi de diffuser aussi toutes ces idées et ces bonnes pratiques, et pas seulement de s'enfermer dans le constat de ce qui ne marche pas.
mais aussi raconter ce qui marche et ce qui rend aussi les agriculteurs et les agricultrices heureux, parce qu'il existe effectivement des modes de production alternatifs et on peut se passer des méga-bassines. Les méga-bassines, je le rappelle, hein, ce n'est pas simplement des retenues d'eau, c'est de l'eau qui est pompée dans les nappes phréatiques pour ensuite être arrosée l'été, avec donc une énorme déperdition en réalité. Donc pour nous, effectivement, ce modèle, il est critiquable et on peut faire autrement. Sur les méga-bassines, on a quand même fait, moi j'avais piloté avec une consoeur une étude sur les 12 agriculteurs qui bénéficiaient de la méga-bassine de Sainte-Soline pour voir c'était quoi leur projet et qu'est-ce qu'ils allaient faire avec l'eau. C'est genre à qui profite le crime entre guillemets. Ça a été une enquête difficile parce qu'il y avait très peu de données et on a été très critiqué aussi pour avoir fait cette enquête, mais on a essayé de dévoiler où allait l'eau et quels étaient les projets de ces 12 agriculteurs. Et je terminais avec votre intervention. Alors, cette histoire-là de à qui on s'adresse, quels sont les objets, on va essayer de réancrer de l'écologie au terrain. Je pense que c'est vraiment une de nos antiennes qu'on a tout le temps, qu'on se pose régulièrement au pôle écologie. Juste moi, pour donner un petit exemple, si j'ai travaillé beaucoup sur Total Energy, c'est au-delà du fait que ce soit un énorme pollueur climatique, c'est que si tout le monde connaît la boîte, au fait. Il suffit d'aller là dehors, n'importe qui connaît cette entreprise-là, donc c'était une bonne façon aussi d'accrocher le lecteur pour parler climat. Et juste pour rappeler, bon, on est quand même que 4 au pôle écologie, donc on fait avec les moyens qu'on a et on est plus ou moins conscient qu'il y a plein d'angles morts, on essaye de faire avec aussi les rythmes de l'actualité, comme tu disais très bien Amélie, il y a des moments aussi où on essaye de respirer et de faire des entretiens beaucoup plus larges avec plus de prise de distance. Bonjour, merci beaucoup pour toute cette table ronde, c'était hyper intéressant. Moi j'ai une question, donc déjà je me présente, je m'appelle Florence, je suis responsable d'un programme qui s'appelle Jeunes Reporters pour l'environnement et j'ai une vraie question. Camille, tout à l'heure vous avez parlé du travail collaboratif avec les militantes et les activistes ougandaises et comment le fait de les visibiliser, ça avait permis en fait de les protéger. Ce qui m'amène à la question sur le travail collaboratif, en fait, à la fois des journalistes, des activistes, aussi des personnes issues de quartiers. Comment vous pouvez, à chacun de vos niveaux, finalement, enclencher un travail collaboratif sur un enjeu qui en fait est planétaire, avec justement, on a cette bombe climatique qui a des effets en Ouganda, mais partout ailleurs. Et ainsi de suite, en fait. Comment vous travaillez aussi chez Mediapart, peut-être avec des journalistes à travers le monde, pour traiter des enjeux qui ont un impact ici et là-bas? Non, je peux répondre vraiment rapidement. Bon, c'est pareil, on est toujours en cheville, effectivement, avec une multiplicité de personnes, ne serait-ce qu'en termes de sources, au fait. Effectivement, on est en cheville avec les mouvements activistes, on est en cheville avec les chercheurs, on est en cheville avec toute une jeunesse aussi qui se mobilise dans les quartiers populaires. Ça fait longtemps qu'on doit écrire sur Roubaix, d'ailleurs. L'Alma, ou pareil, c'est des amis, ou c'est des gens qu'on connaît qui vont nous... Enfin, on a tout un réseau de sources, etc. Après, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, en termes de collaboration... je pense déjà ça s'exprime dans nos papiers, déjà tout simplement à donner voix à ces différentes personnes-là. On ne va pas non plus hiérarchiser, c'est-à-dire qu'on va faire attention à la voix du scientifique, comme à la voix du militant, comme à la voix du jeune des quartiers populaires. Et encore une fois, on parlait beaucoup de mise en scène et de représentation. Nous, on a la chance d'avoir par exemple un studio vidéo, c'est un espace qui est vraiment extrêmement intéressant pour visibiliser et donner voix à des voix qui sont beaucoup plus silenciées. Je sais qu'il y avait par exemple quelques mois, on avait fait une table ronde avec des gens comme Sophie Binet de la CGT qui parlait avec des grévistes du climat ougandaise, quoi. Et donc ça, pareil, ça crée un dispositif qu'on ne voit pas dans beaucoup de médias, de voir à la fois des personnes jeunes, racisées, qui vont parler avec soit des scientifiques, soit avec des responsables syndicaux. Donc on essaye comme ça de réfléchir à ça. Alors après, ensuite, bien évidemment, on a toute une... On a un répertoire de pigistes, de gens sur le terrain qui vont faire aussi, ça d'ailleurs c'est un peu ancré à notre charte écologique de Mediapart, où on fait attention de se dire, est-ce que ça vaut le coup de prendre un billet d'avion pour faire 8 heures d'avion pour faire un reportage, alors qu'on peut mobiliser une personne sur place pour nous faire, et qui connaît beaucoup mieux le terrain que nous, pour nous faire un beau reportage ou un bon article. Donc on réfléchit un peu comme ça. J'ai beaucoup plus de collaboration avec des scientifiques qui n'ont pas du tout peur des militants. Parce qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas juste des huluberlus qui disent n'importe quoi, c'est qu'ils se rendent compte aussi de la capacité qu'on peut avoir pour faire en sorte que leurs sujets, qui sont fondamentaux, et leurs recherches, qu'ils n'arrivent pas forcément à communiquer au reste du monde, qu'on puisse être ce liant. Et donc j'ai vu que ça s'est vraiment débloqué dans le monde scientifique, et que très souvent, dès qu'une étude sort et que j'ai envie de la comprendre, on peut appeler les auteurs et
ils passent un temps, alors qu'ils ont 1000 choses à faire, pour parler directement aux militants. Donc parfois on court-circuite aussi le journalisme, parce qu'il y a une forme de mépris aussi à la fois du militant, ou à la fois on dit bah, c'est trop complexe, les trucs scientifiques un peu nerds. Donc du coup on s'organise en dehors de cette sphère-là. Et ça c'est vraiment regrettable, parce que ça peut marcher très bien tout en restant chacun dans son rôle en fait. C'est-à-dire que nous on va pas aller faire des tableaux périodiques. De la même manière, on n'attend pas forcément des scientifiques qui ont fait cette étude de nous rejoindre en désobéissance civile. C'est pas forcément ce qu'on attend d'eux. Mais c'est d'être capable de se parler sans mépris et sans avoir des idées préconçues sur l'autre. C'est beaucoup plus dur avec le journalisme. Je sens encore qu'il y a ce truc sur les militants, parce que comme si on était biaisés, ou les scientifiques sont nerds et pas intéressants. Ça se fait très rarement. Moi ça s'est fait là en alliance hyper intéressante, j'ai juste ça, avec un journaliste qui travaille reporter sur le Yémen. Ça se fait beaucoup plus. Les seules fois que je l'ai fait, c'est avec des journalistes d'investigation. Parce qu'ils regardent le temps, enfin, ils ont vraiment ce travail de temps long d'obsession que j'ai aussi dans l'activisme, et donc je trouve qu'on se retrouve là-dessus, et on arrive à coordonner parfois les sorties. C'est ça qui est très intéressant. La sortie d'une grande enquête, si on nous prévient un peu avant et que c'est un sujet sur lequel nous aussi on travaille, eh ben, on peut penser des actions. Ça ne veut pas dire que le journal ou le journaliste va rejoindre cette action ou va la souhaiter, mais c'est juste se dire ben, on est tellement minoritaire que si on s'organise un peu et qu'on arrive à se parler, on peut faire basculer des choses. Et peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas qu'on devient journaliste juste parce qu'on a envie de commenter le monde. Je pense que c'est aussi parce qu'il nous touche et qu'il nous bouleverse, et que donc on respecte celles et ceux qui font en sorte qu'ils prennent une direction un peu moins honteuse. Merci beaucoup Féris, merci beaucoup Camille, c'était passionnant.